It's all so boring here, Margot. There's nothing but playboys and tennis pros. If only I could find a real man. Who are you? Bond, James Bond. Exercise Control 007 here. I'll report in an hour. Won't you join me? Better make that two. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. In my business, you prepare for the unexpected. Aujourd'hui, nous parlons de Bond, James Bond, agent 007. Just a drink. A martini, shaken not stirred. This never happened to the other fellow. Petite mise en garde avant de commencer. Si vous n'avez pas vu le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Beg your pardon? Forgot to knock. And meanwhile, how do you kill 5 hours? Bonne écoute. I've got revenge. Bienvenue en Afghanistan. Aujourd'hui, nous parlons de Tuer n'est pas joué, sorti en 1987 et réalisé par John Glenn, avec Timothy Dalton, Myriam Dabo, Andreas Wisniewski, John Rhys Davies, Joran Krabbe et Joe Don Baker. Je suis Mathieu et aujourd'hui, il n'y a pas de section 26, paragraphe 5. Comme vous savez, Premier Visionnement, c'est un podcast qu'on parle en masse puis on décortique tout. Fait qu'il n'y a pas de censure puis il n'y a rien là, à cacher. Alors, bienvenue dans la rétrospective là, des aventures de James Bond. Aujourd'hui, on est rendu à la 19e épisode dans toute cette rétrospective-là. On a pas mal plus que de la moitié de passé. Il nous reste quand même un bout de chemin à faire. Mais aujourd'hui, on change d'acteur. On a parlé là, la dernière fois, là, moi et Christophe, on a parlé de Roger Moore, puis on a comme fini là, sa carrière là, avec le dernier film, là, Dangereusement Vôtre. Mais là, c'est ça, on a juste comme le doublon avec Timothy Dalton. Christophe va être de retour au prochain podcast où on va parler là, de Permis de tuer, puis on va comme fermer l'ère là, de Timothy Dalton. Le seul James Bond que Christophe n'apparaîtra pas, là, mis à part Barry Nelson et David Niven là, que j'ai fait là, au tout début là, de la rétrospective avec les deux Casinos Royal là, de 54 et 67 respectivement. Il n'est pas venu pour George Lazenby, mais on a quand même fermé là, l'époque de Sean Connery, puis on a inclus George Lazenby là-dedans. On a mis un paquet, dans le fond, un package deal, mettons. Mais c'est ça, fait que Christophe va réapparaître là, pour aussi clôturer Pierce Brosnan. Puis ce qui est pour Daniel Craig, on ne sait pas exactement, on ne s'est pas encore décidé là, qu'est-ce qu'on allait faire là. En fait, là, il va-tu juste apparaître sur Spectre? Il va-tu être là sur le nouveau film? Ça, c'est encore des choses là, qui vont rester à discuter là, entre moi et Christophe. Mais Christophe va apparaître là, dans toutes les rétrospectives. Là, si maintenant vous vous posez des questions. Fait que juste avant de commencer, vous pouvez aussi vous rendre sur premiervisionnement.com pour voir toute la rétrospective, dans le fond, là, tous les 28 films qui vont être couverts dans cette rétrospective-là. Puis c'est ça, dans le fond. Aussi, vous pouvez voir là, les autres films que j'ai faits dans d'autres rétrospectives. Il y a quelques films aussi simples là, que vous pouvez trouver au travers, là, comme des films comme Cyborg, un film avec Jean-Claude Van Damme de, je crois, 1989. Ou des films comme Basic Instinct ou d'autres choses là, comme Conan la Barbare aussi, toutes les rétrospectives là, de ces films-là. Vous pouvez tout trouver ça là, sur premiervisionnement.com. Puis en même temps, où est-ce que vous avez trouvé le podcast, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, que ce soit carrément sur un logiciel à part comme Podbean, Apple Podcast, Google Cast, n'importe quoi. C'est possible pour vous de prendre un petit 2 minutes pour le podcast, puis juste coter le podcast, autant que possible donner un genre de 5 étoiles ou peu importe là, le barème de cotage là, de l'application, donner juste une bonne cote au podcast, ça l'aide à donner de la visibilité au podcast, puis d'avoir plus de gens qui écoutent, puis c'est un petit quelque chose, mais que dans le fond qui en fait gros à la longue là, pour le podcast, ça donne de la visibilité, puis dans le fond plus on est de monde à écouter le podcast, il y a plus de gens qui vont commenter, puis c'est ce que vous pouvez faire aussi.
quand vous voyez sur Facebook, Twitter, n'importe où ce que vous voyez le podcast ou un post du podcast, ben gênez-vous pas dans le fond de donner vos commentaires là, sur le film là, que je couvre là, sur ce post spécifiquement. Alors, la dernière fois qu'on a laissé là, notre agent secret super bien caché que personne connaît, même s'il est mondial, il était joué par Roger Moore. Roger Moore, avant la fin du tournage, avait dit là, que finalement là, c'était sa dernière fois là, qu'il allait faire le célèbre agent secret. On avait commencé à regarder pour trouver un nouvel acteur. On a eu des acteurs comme Sam Neill là, qui a postulé. On a eu plusieurs autres acteurs. Finalement, on est tombé sur Pierce Brosnan. Pierce Brosnan qui faisait le personnage de Remington Steele à télé. Dans le fond, il y avait 2 ou 3 saisons de cette série-là, mais a tiré à sa fin. J'ai pas vu Remington Steele, fait que je sais pas exactement c'est quoi là, le personnage, là, mais c'est un petit peu dans le même royaume. Je pense que c'est un petit peu plus comédie, là, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais en tout cas, la série était terminée. Alors, on a casté Pierce Brosnan, que comme j'avais dit quand on a couvert Rien que pour vos yeux, sa femme a joué dans le elle avait un rôle là, dans le film. C'est pour ça que Pierce Brosnan, dans le fond, là, il avait il commençait à s'approcher là, dans le fond de la production en arrière. Puis c'est ça, fait que c'est comme un genre parce qu'ils sont arrivés en arrière là, de la production de Remington Steele. Puisqu'il a été approché pour être James Bond, puis finalement, on a décidé que ça allait être finalement James Bond. Il y a la production en arrière de Remington Steele. Ils ont dit on a un intérêt pour revoir Remington Steele. Fait que on a renouvelé la série Remington Steele à la dernière minute, ce qui a fait que Pierce Brosnan a dû se retirer. On a Cubby Broccoli qui est dans le fond le producteur principal en arrière, il a mis son poing sur la table, il a dit James Bond va être seulement James Bond, mais il sera pas Remington Steele et James Bond, et c'est tout. Fait qu'on a terminé ça. Pierce Brosnan, dans le fond, malheureusement, c'est lui qui a perdu là-dedans. Il a perdu le rôle. Et il a dû aller faire par contrat, aller faire Remington Steele, que finalement les codes d'écoute ont chuté drastiquement. Parce que dans le fond, il était pas. Il y a eu comme un moment de gloire sur Remington Steele, mais dans le fond, on voulait le voir en James Bond, pas en Remington Steele. Alors, malheureusement, c'est vraiment Pierce qui a tout perdu là-dedans. C'est sûr qu'on va en reparler là, dans 2 semaines, mais à ce moment-là, il avait comme perdu là, la chance là, dans le fond. Fait que à la prochaine fois, Pierce, on va en reparler là, dans 2 semaines, comme j'ai dit. Alors, on s'est retourné vers un autre acteur qu'on avait déjà approché là, plusieurs années avant, que lui, de son point de vue, il était trop jeune pour faire le rôle de l'agent secret James Bond, puis qu'il devait attendre là, d'être un peu plus vieux avant de pouvoir incarner là, le célèbre agent. Et ici, je parle de Timothy Dalton, là, que lui, finalement, là, c'est lui qui va prendre le rôle. Il a été casté quelque chose comme 6 semaines avant le début de production du film. Fait que, tu sais, tout était pas mal écrit. On a ajusté quelques petites choses là, dans le scénario, mais on s'entend que pas mal le scénario a été écrit pour un James Bond générique. On n'était pas trop certain de qui qu'on allait avoir. Fait qu'on écrit un scénario, mais c'est-tu Roger Moore, c'est-tu Pierce Brosnan, c'est quoi exactement qu'on allait avoir comme acteur, on ne savait pas. Fait que on a fait un scénario assez qui sonnait James Bond, qui avait de l'air de James Bond, mais c'est ça, on n'a pas la touche de Timothy Dalton. Ça va venir la semaine prochaine. Alors, comme toutes les histoires précédentes de les aventures de James Bond, bien sûr, ça c'est encore comme inspiré là, d'une histoire d'Ian Fleming. Ça va être sensiblement juste inspiré là, d'une histoire simplement qui est The Living Daylights, qui porte le nom du film.
C'est vraiment une courte histoire qui est vraiment quelques pages. Ça fait partie là, d'un recueil d'histoires là, qui est de Octopussy and the Living Daylights. Dans ce recueil-là, ben, l'histoire de Octopussy était peut-être la plus grosse histoire majeure, puis l'histoire là, de Living Daylights, ben, c'est vraiment une histoire là, de quelques pages, même en format audio, là, ça prend à peu près c'est quelque chose comme 40 minutes à écouter. Là. C'est pas très très long. Mais c'est ça, dans l'histoire, c'est vraiment comme un peu l'histoire tremplin pour le film d'aujourd'hui. Dans le fond, c'est pas mal, c'est pas exactement pareil, on s'entend, mais c'est le principe de l'histoire qu'on a au début du film, où ce que Koskov va, dans le fond, James Bond, il est là pour comme le protéger là, d'un tireur d'élite. Ben, c'est pas mal un peu la même genre d'histoire, c'est juste que c'est un agent qui veut sortir là, de Berlin, puis James Bond il est là pour comme protéger la personne, puis finalement il y a un tireur d'élite aussi qui sait qui va le tirer, puis dans le fond James Bond il est là pendant genre 3 jours à attendre un tireur d'élite. Il y a un personnage là-dedans qui s'appelle Sander et non Saunders. C'est une petite nuance, mais c'est clairement que dans le fond on s'est inspiré là, du nom pour faire le personnage de Saunders. Mais c'est ça, finalement là, le tireur de l'autre côté, ben, c'est une violoncelliste que James Bond avait aperçu là, pendant là, ces 3 jours d'attente, puis que finalement ben, il décide de ne pas la tuer. Principalement parce que c'est une belle femme, puis elle est à son goût, fait qu'il décide de pas la tuer. Il va tirer juste sur son arme, pas mal ben, comme dans le film. Puis en bout de ligne, ben, c'est ça, Sander, lui, doit arriver, puis quand même faire son rapport et envoyer ça à M. Et comme un peu dans le film, ben, où ce que James Bond il dit, ben regarde, je m'en fous si M me vire. En bout de ligne, ben, j'ai fait ce qui était la bonne chose. En bout de ligne, on voit que James Bond est un petit peu là, tanné là, dans le fond de tuer sans. C'est pas ça, c'est pas ce qu'il veut faire tout à fait. Là. C'est comme une job sale. M, il sait aussi que c'est une job sale, c'est vraiment un assassinat, mais James Bond a comme trouvé là, comme le compromis pour réussir la mission que l'agent le 272 réussisse à traverser. Mais la mission, ultimement, est vue comme un échec parce que sa mission était là, d'abattre l'autre tireur d'élite. Alors, le film ouvre comme tout autre James Bond. On a peut-être changé d'acteur, mais on ne change pas la formule. Fait qu'on a l'œil du pistolet, mais maintenant, c'est plus Roger Moore qui est dedans. C'est Timothy Dalton qui fait une différente posture. J'apprécie quand même le changement un peu. C'est comme ça fait vraiment différent d'avoir vu Roger Moore là, tellement souvent dans l'œil du pistolet, que tout d'un coup on voit quelqu'un d'autre. Ça fait vraiment quasiment étrange là, avec toutes ces semaines-là où je vois juste ça. Mais tu sais, c'est juste une autre manière là, de le voir. Puis, tu sais, il y a de l'air un petit peu plus d'attaque. Là. On le voit quand même un peu plus. Dans sa manière là, de faire le tir à l'écran, mais c'est ultimement la même scène, là, mais c'est juste un petit peu différent. Mais j'aime quand même sa posture là, qu'il va faire là-dedans. Fait que on ouvre avec c'est un entraînement dans le fond là, des agents secrets. Là-dedans, on sait qu'on a juste l'agent 004 puis l'agent 007. Il y en a un là-dedans qui va, on sait pas c'est lequel. Puis c'est quand même assez drôle, pareil, parce que quand on regarde les derniers films, que ce soit Dangereusement Vôtre ou ce qu'on avait eu l'agent 003, si je me trompe pas, dans Octopussy, on avait eu l'agent 009. Puis là, ben, on sait qu'on a le 004. Puis c'est tous les personnages qu'on voit. En début de film, on reprend un petit peu la même thématique là, qu'on a vu. C'est probablement un peu le style à John Glenn qui demande comme histoire. Mais tu sais, on est dans un James Bond, on n'invente pas tout le temps la formule ou réinvente pas la formule à chaque film. Mais c'est ça, on va avoir l'agent 004 qui va se faire assassiner dans le fond.
par un agent qui est envoyé là, par ce qu'on va apprendre comme notre trio là, de méchants là, par Whittaker, Koskov et Necros. Mais du coup, là, je m'avance. Puis c'est ça, il va se faire laisser une genre de carte de visite qui est marquée Smith Spionem. Puis tout ça, ben, dans le fond, c'est juste comme pour l'assassiner, puis essayer de blâmer un certain groupe qui s'appelle Smith Spionem. C'est là où on va avoir, dans le fond, l'introduction là, de Timothy Dalton en tant que James Bond. On va avoir comme un regard vers l'écran, tout ça. C'est notre introduction propre. On avait vu les deux autres agents qu'on pouvait peut-être se demander si c'était notre nouveau James Bond. Même si on l'a vu un peu là, dans l'œil du pistolet, on pouvait se poser des questions. Il y a même celui qui se fait comme tuer dans le jeu. Qui rejoint juste les balles de peinture. On peut quasiment se demander si c'est pas Roger Moore qui revient. Il y a comme un peu une genre de face un peu à la Roger Moore quand on le regarde rapide. Mais en tout cas, on peut voir tout de suite qu'il a été éliminé. Mais c'est ça. Fait que finalement, on a notre introduction là, à Timothy Dalton. Timothy Dalton, on va le voir tout de suite assez rapidement que c'est le James Bond plus action comparativement à Roger Moore. On le voit assez rapide parce que dans le fond, il part à la poursuite là, de l'assassin là, de 004. Il est sur le camion, il est en train d'essayer d'attraper l'assassin. Puis, tu sais, c'est ça, c'est le genre de scène qu'on n'aurait pas vu avec Roger Moore. Ça change vraiment le ton du film tout de suite au départ. Puis ce qu'il faut savoir avec Timothy Dalton, c'est que c'est sûr que c'est pas lui qui fait toutes les cascades, mais il va en faire plus que Roger Moore. C'est sûr que il est beaucoup plus jeune. Il y avait quelque chose comme 40 ans. C'est quasiment 20 ans plus jeune que Roger Moore rendu là. Fait que il est beaucoup plus en forme, puis ça paraît là. Toute la poursuite, dans le fond, elle va terminer là, que la Jeep elle va fracasser là, un genre le chemin, tout ça, puis finalement, ils vont comme tomber dans le vide, puis finalement, Bond va péter une fenêtre pour donner une genre de succion, puis finalement, il va rouvrir son parachute, puis il va réussir à sortir de là. C'est quand même une très bonne scène d'action. Il va tomber sur un genre de bateau où naturellement, il y a une jolie dame qui est en train au téléphone, puis qui est célibataire, on le comprend pendant qu'il est au téléphone, et que finalement, Bond va arriver un petit peu nonchalamment, il va s'introduire en disant bien sûr qu'il s'appelle Bond, James Bond. Je sais pas, à quelque part, c'est sûr que ce que j'aime de Timothy Dalton, c'est que il va être un petit peu plus réel, il va être un petit peu moins des fois avec Roger Moore, ce que j'aimais beaucoup de Roger Moore à quelque part, c'est qu'il était comme un petit peu dans une autre zone, puis qu'il était comme un petit peu plus hautain, si on veut, il y avait tout le temps quelque chose qui dégageait quand même. C'est un petit peu l'inverse avec Timothy Dalton. C'est sûr que, à l'écran, Timothy, il dégage un petit peu moins. Ça, c'est quelque chose que je sais pas si c'est bon ou mauvais, mais il n'y a pas la présence d'écran que Roger Moore. On n'est pas nécessairement attiré vers lui quand on regarde l'écran. Mais par contre, on voit qu'il y a du talent d'acteur. Puis en tant que tel, c'est un agent secret. Normalement, les yeux ne doivent pas être rivés sur lui quand il rentre dans la salle. Fait que, techniquement, c'est un bon agent secret. Mais pour être un James Bond, c'est comme... je suis un petit peu là, sur deux idées là-dessus. Mais ça change pas que pour moi c'est le James Bond que j'ai été introduit en premier. Aujourd'hui là, c'est le premier film de James Bond que j'ai vu quand j'étais tout jeune dans le fond, que ça passait à la télé. C'est le premier film complet que j'ai vu, je crois bien. Mais bien sûr, je vais essayer là, de garder ça à part là, de ma critique. Parce que, je veux dire, en finissant aujourd'hui, là, j'ai vraiment, là, en la gardant avec un calepin, dans le fond, puis prenant des notes, il y a des choses que j'ai notées différemment que quand je l'écoute là, dans la normalité, là, en guillemets. Puis c'est ça, je veux dire, je suis quand même capable là, de faire la part des choses. Fait que c'est ça, en général, quand il va mettre le tox plus tard, tout ça, il y a de l'air de James Bond, mais à quelque part, c'est ça, il fait juste pas ressortir le charisme
que Roger Moore ou Sean Connery avaient. Il y a vraiment une différence, mais c'est ce qu'on voulait en quelque part, je pense aussi. Roger Moore, si on retourne à l'époque, ben il commençait à s'essouffler comme personnage là, en tant que tel. Là, il avait fait son temps. Le dernier film là, avait commencé à faire un petit peu moins d'argent, puis je veux dire, il était rendu tout simplement trop vieux. Peut-être qu'on aurait pu aussi essayer d'aller dans cette direction-là, d'essayer de faire un James Bond plus vieux, c'était quelque chose là, qu'on aurait pu essayer de faire. Mais là, ben, on a décidé là, de finalement, comme juste continuer la tradition. Il est pas. Quand on a voulu comme embarquer là, dans l'aventure de trouver un nouveau James Bond, on avait essayé de. On avait travaillé dessus là, pour faire un genre de prequel. Pour James Bond, dans le fond, pour qu'on y fasse son histoire. Je suis en train de lire un livre, justement, aussi, qui est sur comme toutes les histoires abandonnées de James Bond. Puis j'ai lu, dans le fond, un synopsis là, de cette histoire-là. Tout simplement, c'est là-dedans. Tu as un autre James Bond qui. Ben, pas un autre James Bond, on avait l'agence 007 précédent. Il y a James Bond qui ne sait pas tout à fait où s'en aller dans la vie, puis dans le fond, il y a son grand-père là-dedans là, qui finalement là, qui le remet un petit peu là, dans le droit chemin, tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, dans le fond, on avait fait quelque chose d'autre que qu'est-ce qu'on fait là, dans Casino Royale parce qu'on n'a pas les droits pour Casino Royale. Il y a des choses qui ressemblent un peu. Tu sais, il y a un peu de torture, puis des affaires de même là, dans l'histoire, mais. Dans la globalité des choses, là, en fait, le scénario, là, c'était carrément autre chose. Puis finalement, ben, on a décidé là, de scraper là, l'idée en général. Simplement, là, pas mal par le principe là, que on voulait pas avoir un autre 007 comme personne qui a cette licence-là. Fait que on a décidé de scraper l'idée puis de finalement d'aller comme si de rien n'était, qu'on continue avec les personnages. C'est quand même assez drôle dans le fond qu'on se ramasse quelque chose comme 35 ans plus tard avec le film qui va s'en venir. Que, en tout cas, en espérant pas trop dire de spoiler, qui est supposé d'avoir un autre 007. Fait que c'est à peu près tout ce que je connais là, dans le fond là, du film qui s'en vient. Je veux pas en connaître plus nécessairement. Je veux dire, j'essaie de me garder là, le plus caché là, pour les spoilers, mais c'est juste que pour le film d'aujourd'hui, ben, on a enlevé là, l'idée là, du prequel pour pas qu'il y ait un autre 007, puis à part James Bond, ben, c'est ça qui va se passer là, dans le nouveau film. Mais en tant que tel, je suis toujours ouvert à ce qu'on ait des nouvelles idées à quelque part. Ça va être le 28e film. Fait que, si on n'est pas content du 28e film, on a toujours 27 autres qu'on peut se consoler. Alors, on tombe au générique. Encore une fois, que c'est Maurice Bender qui nous a fait là, quasiment tout là, depuis le premier film, dans le fond. C'est quand même un bon retour de tout le générique. Les 2-3 derniers, là, ils étaient so-so, dans le fond. Il était un petit peu sur l'automatisme. Là, je veux dire, on a quand même un bon montage avec la chanson là, du groupe Aha qui était comme dans le fond là, dans leur montée. Puis c'est ça, dans le fond, ils ont co-écrit la chanson là, avec John Barry. La chanson The Living Daylights, c'est une chanson que je vois à peu près sur le même pied là, que la dernière tune la chanson là, de Duran Duran of You to a Kill. Là. C'est pas mal le même genre. Puis c'est ça qu'on a voulu aller chercher. On voulait aller chercher le groupe de l'heure pour faire la tune thème. Puis ça frappe à peu près pareil. Je veux dire, moi, je suis pas vraiment une que j'aime plus que l'autre. Je garde le palmarès là, des 27 tunes. Ben, elle va tomber comme dans le milieu. J'ai pas. Elle est correcte. Je veux dire, je la déteste pas, mais j'ai pas. Je sens plus. Là. Alors, on rouvre en Tchécoslovaquie. Où ce que James Bond il était. Dans le fond, il était comme sur une nouvelle mission. On a le personnage de Koskov qui travaille pour le KGB. Qui veut comme se faire exiler dans le fond puis rentrer là, dans le fond sur territoire anglais pour pouvoir informer là, le gouvernement anglais et dans le fond la mission à Bond c'est de protéger la sortie de Koskov. Dans le fond on a décidé dans le fond qu'on allait à un concert puis que finalement ben un concert là,
d'orchestre, puis finalement, ben, c'est ça, il va se servir de ça. Koskov va avoir averti, dans le fond, le gouvernement britannique qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour le protéger parce que il y a un tireur d'élite qui est toujours en garde, dans le fond, au cas où qu'il y ait quelqu'un qui s'échappe. Fait que le tireur d'élite est toujours là. Puis c'est ça, dans le fond, la mission à James Bond est de protéger Koskov et de sinon, s'il y a un tireur d'élite, ben de le tuer. Fait qu'on va voir aussi l'introduction du personnage de Saunders, que lui, il est là comme pour superviser, c'est lui qui a été contacté par Koskov. Fait que c'est comme sa mission à lui. Puis il est comme il supervise tout. Mais dans le fond, c'est pas un assassin. C'est la job à James Bond de faire le sale boulot. Fait que on va l'extraire, puis dans le fond, James Bond avait comme un plan B dans le fond pour extraire Koskov. Koskov, il connaît James Bond d'une telle autre manière, en tout cas, ils se connaissent. Bond va l'amener dans le fond dans son plan. C'est quand même tout le temps les allées, dans le fond, les dialogues entre Saunders et James Bond. Dans le fond, ils s'aiment pas tout à fait parce que Saunders est quand même pas mal by the book. Il est vraiment à la lettre dans ces choses. Bond arrive, il pose des questions, puis Saunders arrive, puis il dit bon, mais regarde, excuse-moi, là, mais dans le manuel, là, section 26, paragraphe 5, ben, je sais pas pour. Si t'as pas besoin d'avoir cette information-là, ben, je te la donnerai pas. T'sais. Fait que Bond, quelque part, il trouve la manière là, pour y en mettre carrément d'en face, dans le fond. Puis, je veux dire, c'est un échange là, qui montre quand même que c'est les deux, ils s'aiment pas tout à fait. C'est pas. Dans le fond, ils se respectent là, parce que les deux, là, ils travaillent pour le même gouvernement, mais ils sont pas nécessairement copains. Mais on va envoyer Koskov, dans le fond, dans la manière de sortir du pays. On va l'envoyer au travers d'un pipeline, dans le fond, comme un tuyau, où normalement il passe genre de l'huile ou quelque chose de même, ou du pétrole, quelque chose de même. Puis on va l'embarquer là-dedans. Puis on va voir le personnage de Rosika Milos, qu'elle va être là pour les aider à embarquer dans le pipeline. Même le pipeline, là, il fait un 90 degrés. Je veux dire, c'est n'importe quoi rendu là. Je veux dire, on est un petit peu dans quasiment dans la comédie. C'est quand même assez bizarre, pareil, comme ton, pareil. Même avec la musique de Barry en arrière, on voit que c'est comme un moment tout assez sérieux. Mais quand on voit le pipeline avec un 90 degrés, c'est comme ça marche pas, là. C'est comme impossible. Là. On l'a vu comme tout le genre c'est pas un cercueil, là, mais c'est toute la machine où ce que Koskov est dedans, puis que ça elle peut pas rentrer dans un 90 degrés. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Fait que, en tout cas, c'est juste, ça n'a pas rapport, mais pourtant, on a comme donné un ton assez sérieux à toute cette scène-là. Puis quand on voit ça, ben, il y a quelque chose qui marche pas. Là. C'est correct, dans le fond, le côté de Rosika Milos, elle qui va voir le gars de sécurité, dans le fond, pour le distraire. Ça, dans le fond, je disais qu'elle se dénude un peu, puis que dans le fond, le gardien, là, il est comme tout émerveillé, tout ça. Ça, c'est correct, ça. Je veux dire, ça a du sens, mais vraiment le 90 degrés là, du tuyau, là, ça n'a pas rapport. Là. Fait que la sortie du pipeline, finalement, il sort où on voit notre bon vieux Q qui est encore là. Puis finalement, ben, il embarque dans un jet, puis finalement, il sort là, du pays. Chose qu'il est quand même, ben, dans le fond, ça c'est tiré carrément là, de la courte histoire là, de Living Daylights. Mais il y a quand même Bond qui dit qu'il y a vraiment comme un côté moral. Puis dans le fond, il est comme un petit peu tanné, dans le fond. Je veux dire, il veut pas tuer que pour tuer. Il n'y a pas une soif là, de tuerie. Tout simplement, si maintenant il n'y a pas à tuer quelqu'un, il n'y a pas à tuer quelqu'un. On va apprendre pourquoi que, dans le fond, quand le tireur d'élite, quand il l'a vu, il a décidé de ne pas la tirer. En bout de ligne, ben, si on regarde qu'est-ce qui se passe quand Cara, là, qu'on va apprendre son nom plus tard, tout simplement, on voit qu'elle n'a comme pas de technique. Là, on peut quasiment placer ça de même visuellement.
Puis Bond s'en rend compte, dans le fond, que c'est pas un assassin. Fait que c'est pour ça qu'il décide de pas la tuer en bout de ligne. Il va le dire plus tard, là, c'est juste un genre d'instinct. Puis tu sais, il y a même M qui va compter ça à M, il va dire c'est ça, c'est son instinct. Puis M va lui dire, ben non, tu sais, moi je te paye pas pour ton instinct. Mais tu sais, c'est son instinct qu'on a eu là, les 15 autres films avant, là. C'est ça qui a fait que Bond a réussi à réussir sa mission. Puis là, tout d'un coup, M, il arrive, il dit non, c'est pas ton intuition, tout ça, tu sais, ça n'a pas rapport, là, tu sais, t'as une job à faire, puis t'as fait, là, tu sais. C'est que, en tout cas, tu sais, c'est M, là, je veux dire, c'est tout le temps des personnages en bout de ligne que on a, tu sais, peu importe le film, des fois, ils n'ont pas vraiment de continuité. Ça va être pareil comme Q. Bond va aller voir Q, puis là c'est là où on va voir la nouvelle voiture. Il va donner son gadget du film, là, un porte-clés qui fait bip bip, puis qui peut sortir du gaz ou qui peut être utilisé comme explosive. Puis on dirait que Bond a comme il est comme content là, de voir Q, puis c'est un peu une dynamique différente. Je me suis comme posé la question. Si c'était Sean Connery qui serait rentré là, dans le laboratoire de Q, Bond il dirait pas qu'est-ce que le Bond il dit là, dans le film là, bonjour Q, tout ça. Connery dirait pas ça. Peut-être que Roger Moore, il l'aurait dit. Roger Moore aurait commencé à bisouner un petit peu là, avec plein d'affaires là, dans le laboratoire plutôt, avant de parler à Q. C'est un peu ça qui change. Mais c'est ça, Timothy Dalton, il rentre, puis il va voir Q tout de suite en partant, puis il dit salut tout de suite. Fait que c'est pas exactement le même genre de James Bond. Puis c'est correct. En bout de ligne, on change l'acteur, on essaie de changer toute la sauce un peu. On reste dans le même monde, mais on change les choses, puis c'est correct. C'est juste que la continuité de certains personnages change aussi là, ou est modifiée là, de film en film. C'est pas exactement le même personnage qui continue. Il y a des traits qui ont modifié. On a changé Moneypenny aussi, on l'a rajeuni, bien sûr. C'est avec Lois Maxwell la dernière fois, elle était pas mal là, de l'âge à Roger Moore. Peut-être que là, si mettons elle aurait été elle aurait continué. Dans le fond, je pense pas que ça aurait changé grand-chose en tant que tel. C'est juste que le genre de fréquentation qu'ils ont ensemble, dans le fond, là, juste un peu s'agacer un peu, ça serait peut-être pas tout à fait là, visuellement, ça serait peut-être pas le même genre de relation qu'on penserait. Là. Fait que de choisir une Moneypenny plus jeune, c'est correct. Sauf que j'ai comme rien à dire vraiment là, sur la nouvelle actrice. Fait que Bond va se rendre. C'est un genre d'écurie là, déguisée. Où ce que Koskov est rendu, dans le fond, puis il y a une genre de conférence avec M, puis le ministère de la Défense. Koskov va parler là, de c'est quoi Smith Spionem, que dans le fond, c'est un projet qui est relancé par Pushkin pour tuer là, des agents secrets. Puis c'est ça, dans le fond, c'est ça qui veut amener. Koskov, il a le temps juste de dire ça. Dans le fond, c'était un peu ça là, sa mission, dans le fond, pour simplifier les choses. Pendant ce temps-là, on a le personnage de Necros, que lui, il va être comme un peu notre méchant du film. Dans le fond, c'est comme le bras droit, mais ça va être ça un petit peu le problème de ce film-là. C'est qui le méchant? Dans le fond, si on s'inspire là, de tous les films de John Glenn à date, on a toujours un petit peu, là, on se demande c'est qui le méchant du film là, pendant la moitié du film. Puis ce film-là ne fait pas encore exception. Dans Rien que pour vos yeux, est-ce que c'était Christatos, est-ce que c'était Colombo, est-ce que c'était Locke? On a gardé tout le temps un peu un nouveau personnage tout le long du film. Puis même chose pour Octopussy, c'était-tu Octopussy? C'était-tu le personnage joué par Louis Jordan? Là, il m'échappe en ce moment. Puis c'est ça, je veux dire, dans le fond, c'est pas mal là, ce qu'on a vu, là, mais
Mais c'est ça. Fait que après ça, ben, Bond part de là. Le personnage de Necros, il se pointe là. C'est quand même assez drôle dans le fond parce que lui il est toujours en train d'écouter une chanson là, Where has Everybody Gone, qui est une chanson là, coécrite là, par les Pretenders et John Barry. Parce que dans le fond, c'est ça. Quand lui et son Walkman, ben, la version vocale elle joue dans ses oreilles. Puis quand ben, il n'y a pas son Walkman, ben, il y a la version instrumentale jouée par John Barry qui joue. Dans le fond, c'est juste comme c'est son thème. Qu'on entend, puis on a Necros qui réussit à s'infiltrer dans le fond là, sur le terrain, dans le fond. Des Britanniques ou en tout cas c'est quoi exactement cette place-là? C'est juste une place pour faire des conférences, je sais pas exactement là. Il rentre sur place, dans le fond il a tué le laitier de l'endroit puis finalement il rentre. Il va se battre contre un agent de sécurité là, dans une cuisine. Je trouve que c'est quand même une scène assez impressionnante. La manière c'est fait là, c'est vraiment cru. On se lance des chaudrons, puis je veux dire, ils ont vraiment l'air à frapper là, ces chaudrons-là, ça n'a pas l'air à faire du bien. Finalement, Necros, il va prendre le dessus, mais c'est quand même intéressant de voir que c'est pas James Bond qui se combat dans cette scène-là. C'est peut-être pour montrer que justement, Necros, il est capable de se battre, puis c'est un gars qui est solide, puis il est quand même capable de prendre des coups, il y a quand même une réalité au combat. C'est pas une domination totale, mais c'est quand même le réalisme du combat que j'apprécie beaucoup. J'aime vraiment le combat qu'il y a, là, il dure peut-être 30 secondes, une minute, mais j'aime vraiment cette petite séquence-là dans le film. Fait que, il va sortir de là. Puis dans le fond, c'est tout ces petits bocaux de lait. Ben c'est dans le fond, c'est des bombes. Dans le fond, le gars à la sécurité n'a pas pensé à checker, voir si c'était du lait qui promenait, là, mais dans le fond, il n'y avait pas vraiment d'excuses, de raison à vérifier ça. Puis c'est ça, fait que dans le fond, sa mission, c'est d'aller chercher ou rechercher Koskov. Fait que là, on va penser que le KGB est venu rechercher Koskov. Fait que ça va amener Bond à vouloir aller retrouver Koskov. Puis peut-être être sur la piste de Pushkin, puis essayer de savoir si, mettons, Pushkin a vraiment l'intention de tuer tous des agents secrets, dans le fond. Fait que lui, dans le fond, il va quand même partir sur une mission solo. Dans le fond, M, lui, il dit, garde, là, tu vas éliminer Pushkin, on va régler ça, cette histoire-là, tout de suite. Mais c'est ça, en tant que tel, Bond, lui, il va suivre un peu son intuition, il va essayer de passer là, inaperçu avec Moneypenny. Il va lui demander, là, dans le fond, c'est qui, peut-être la violoncelliste qui aurait blessé, voir s'il n'y a pas une piste. Évidemment, Moneypenny va trouver une piste, puis dans le fond, Bond va se lancer sur cette piste-là. C'est sûr qu'il y aurait comme des chances de voir Pushkin. Pushkin, on va le voir là, dans ces scènes-là, où évidemment, en suivant Kara, elle va être interceptée par Pushkin et sa bande, puis évidemment, elle va être interrogée. À savoir, dans le fond, où est-ce que Koskov est. Puis Bond, dans le fond, une fois qu'il va rejoindre Kara, il va essayer de comprendre exactement pourquoi elle a été interrogée. Puis c'est ça, dans le fond, il va découvrir que Pushkin ne sait pas où est-ce que Koskov est. Fait que c'est pas le KGB qui a pris Koskov. Fait que Bond va se faire passer pour un ami de Koskov et dans le fond, il va comme être en alliance avec Kara. Pour comme la ramener à Koskov, là, mais dans le fond, il veut savoir exactement qu'est-ce qui se passe là. Fait que dans tout un peu ces scènes-là, c'est sûr que Bond va utiliser de la manipulation un peu. Je veux dire, c'est un petit peu. Je veux dire, je trouve ça un petit peu croche, un peu du côté de James Bond, mais c'est sa mission, c'est ça qu'il doit faire. Il n'y a pas tout le temps là, des belles jobs, c'est sa job à James Bond, en quelque part. Sauf ce que je vais aimer beaucoup là, dans toutes les scènes, là, jusqu'à la fin, c'est sûr que Kara, c'est peut-être pas là, le pogo le plus dégelé de la boîte. C'est pas nécessairement là, qu'est-ce qu'on avait vu là, dans le premier James Bond avec Ursula Andress. Oui, je veux dire, est plus autonome un peu, mettons. Mais c'est vraiment la relation entre les deux, entre Timothy Dalton et Myriam Dabo. Je trouve qu'ils ont vraiment de la chimie, ces deux acteurs-là ensemble. On sent vraiment
vraiment quelque chose qu'il y a entre eux autres. Même si à quelque part, James Bond il fait sa job, on sent qu'il y a quelque chose pour elle. Puis c'est ça que j'aime beaucoup là, dans leur relation. Ils ont l'air vraiment comme quasiment s'aimer, tout ça. C'est ça que j'aime beaucoup, qui va être comme un point fort là, beaucoup là, dans ce film-là. Fait que Bond va sortir Cara de là parce que dans le fond, ils ont relâché Cara, mais elle est quand même poursuivie là, par le KGB parce que les autres ils se disent ben éventuellement, peut-être que Koskov va s'en repointer chez elle puisque c'est sa blonde. Puis dans le fond, tu sais que Bond est quand même capable de comme tout coller ça ensemble à quelque part. Si il est pas, je veux dire, si elle c'est sa blonde. Puis il n'est pas avec le KGB, ben il va coller mieux ça les morceaux là, plus le film va avancer. Mais en tant que tel, il voit que il est pas c'est pas une personne essentielle pour Koskov en tant que tel, là, parce qu'il a demandé là, dans le fond de se laisser faire assassiner. C'est à quelque part, il s'est arrangé pour que elle apprenne le fusil puis que Bond la tue. Là, fait que à quelque part. Koskov, là, il y a vraiment là, quelque chose qui marche pas là-dedans. Là. Mais c'est ça, ce qu'il sait pas, c'est quoi. Là. Il sait pas tout à fait. Là. Fait que c'est ça la mission là, pour Bond. Fait qu'ils vont partir en voiture, ils vont réussir là, à semer là, le KGB. Là, ben, on va avoir une grosse séquence d'action en voiture. Où ce que Bond va sortir un laser de ses pneus, puis ça va scier une voiture de police en deux. Il va y avoir des missiles qui vont sortir là, de la Aston Martin. Au début, je pensais que c'était la même Aston Martin qu'on avait vu là, au service secret de Sa Majesté, mais c'est pas le même modèle. Juste des fois là, que vous posiez la question. Mais c'est quand même le fun de revoir une Aston Martin, que c'est plus là, les voitures là, qu'on avait avec Roger Moore. On est revenu avec Aston Martin. Mais c'est ça. Toute la séquence, dans le fond, là, où Bond va se ramasser sur un lac, c'est sûr qu'il y a un petit peu de ridicule là-dedans, où dans le fond, il va y avoir toute une grange qui va suivre là, la voiture, puis que finalement, il va sortir de là, mais tout est quand même assez spectaculaire là, dans sa globalité, où il va avoir, même la voiture va monter sur, elle va se faire sauter un pneu, puis elle va monter sur un ski, puis il va avoir un réacteur pour pousser la voiture, elle va sauter vraiment loin, tout ça. Toute cette scène, toute la séquence au complet, là, c'est vraiment là, un bout de solide. Ils vont partir, là, ils vont faire détruire la voiture, puis ils vont embarquer là, dans l'étui du violoncelle, puis dans le fond, je veux dire, c'est juste pour comme l'épilogue à toute la séquence d'action, mais toute cette séquence-là, c'était je veux dire, c'était dû à quelque part. Parce que il n'y a pas eu ben d'action là, depuis le début du film. Il y a Necros qui est arrivé puis qui a fait sauter là, l'écurie, là, en tout cas, qu'est-ce qu'il y avait là, comme un quartier là, temporaire là, où on avait eu la conférence. Puis, c'est comme la dernière séquence d'action qu'on a eue. Mais c'est comme c'était dû. Là, qu'on ait James Bond en action. La grosse action qu'on avait eue, c'était juste dans le pré-générique. Après ça, ben, on voyait juste là, de la mission par la suite. Fait que, je me répète pas assez, là, c'était à peu près temps là, qu'il se passe quelque chose. Mais ça valait la peine. Je trouve que c'est une séquence là, qui est vraiment là, qui est vraiment le fun à voir. Fait que pendant ce temps-là, ben, on se ramasse à Tangier, où on a comme notre grand machin, là, Whittaker, que lui va être visité là, par Pushkin. Puis là, dans cette scène-là, dans le fond, on va savoir que Whittaker, lui, il fait de la revente d'armes, puis dans le fond, Pushkin va canceller là, son entente avec sa commande d'armes. Que ça fait pas tout à fait l'affaire à Whittaker, parce que dans le fond, il y a beaucoup d'argent là, qui est mêlé à ça. On va savoir que Whittaker, c'est pas nécessairement le plus gagnant, dans le fond.
Ça, c'est quelque chose qui va me déranger à quelque part. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un méchant solide? C'est un peu le problème de ce film-là. Dans le fond, dans notre trio de méchants, Necros, Koskov et Whittaker, on a Koskov qui est comme tout le temps un petit peu rigolo ses bords. On a Whittaker qui est rigolo ses bords, puis qu'en même temps, il essaie de montrer là, qu'il a fait plusieurs guerres, mais en bout de ligne, Pushkin le remet à sa place, puis il est en train de dire à peu près qu'il n'a pas fait de guerre, puis la seule guerre qu'il a faite, il a été retiré là, pour une raison X. Fait que, ça enlève beaucoup de crédibilité là, aux méchants. Puis là-dedans, on va avoir Pushkin qui va arriver et va dire je sais pas qu'est-ce que toi puis Koskov manigancez, mais il y a quelque chose de louche là-dedans. Fait qu'avec ça, on sait que Koskov il est pas avec Pushkin, on est certain. Dans le fond, on l'avait vu un peu, on s'en doutait avec la scène précédente là, avec Kara et Bond. Mais on vient juste de le confirmer. Fait que c'est là qu'on va voir dans le fond notre alliance là, des trois personnages, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire en gros. On sait que c'est ça qu'ils veulent tuer Pushkin. Mais en bout de ligne, c'est ça, ils veulent essayer là, de convaincre que Pushkin il est vraiment là, parti sur une psychose. Fait que leur plan, ça va être de tuer un autre agent. Fait que ça va être. On va planifier ça pour essayer là, de pousser Bond à bout. Bond et Kara, pendant ce temps-là, sont à Vienne. Ils vont écouter un autre concert là, d'orchestre. Puis, dans le fond, ils vont avoir des rapprochements entre les deux personnages. Je veux dire, ça fait que d'un côté, là, ils vont aller là, dans les manèges, puis ils vont aller dans la grande roue, puis vraiment, ils vont s'embrasser. Ça fait un petit peu, je sais pas, ça fait un petit peu déplacé hein, quelque part pareil. Je comprends que Bond, il veut soutirer là, d'informations de Kara, mais je trouve que il y a quelque chose que a fait que je sais pas si c'est une fille facile ou quelque chose de même. Je trouve que c'est un petit peu mal placé quelque part. C'est tout simplement là, ça fait comme un petit peu me déranger quelque part. Je trouve que ça allait. C'est normal. Là, les deux personnages ont l'air à vraiment s'amuser ensemble, mais ça fait paraître un peu. Si Bond il se fait passer pour un ami de Koskov, c'est comme s'il joue dans le dos de son ami. C'est sûr, c'est sa couverture. Mais c'est juste ça. Je trouve qu'il joue mal sa couverture rendue là. Mais c'est ça, fait que pendant qu'ils sont à cet endroit-là, Sanders, il va avoir fait des recherches sur le violoncelle de Kara, parce que c'est genre un violoncelle, un Stradivarius qui vaut genre 150 000, puis en 150 000, c'est pas de l'argent de poche que Koskov pourrait avoir normalement comme agent du KGB. Là. Fait que il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait plus d'argent que ça. Fait que en faisant les recherches, c'est là que ça va amener à Whittaker que lui, dans le fond, il y a comme une relation là-dedans. Là, il n'est pas arrivé là, comme tu donnes pas 150 000 à quelqu'un juste de même. Là, fait que c'est sûr qu'il y a un lien à quelque part, il y a quelque chose en arrière de ça. Fait que ça va être la piste que Bond va suivre. Mais malheureusement, c'est ça. Le plan de Whittaker, Koskov et de Necros, c'était là, de tuer un agent. Fait que aussitôt que cette information-là est donnée là, à Bond, Sanders va être tué. Dans le fond, ça marche pas tout à... c'est comme on dirait que Sanders c'est comme racheté du début du film pour avoir agi un petit peu en con. C'est comme racheté, rendu là, puis dans le fond, Bond comme apprécié, puis finalement, on lui donne comme une genre de mort héroïque, un peu, c'est sûr, ça fâche Bond, puis c'est Bond que finalement, ça va le pousser un peu à essayer là, d'aller voir Pushkin, mais en tant que tel, il sait qu'il y a quelque chose en arrière de ça, c'est pour ça qu'il ne tue pas Pushkin. La scène, dans le fond, que Bond va aller
il va être dans la chambre à Pushkin, puis il va avoir la femme à Pushkin là-dedans, puis il va comme un petit peu la déshabiller. Dans le fond, il est vraiment brut. Toute cette scène-là, honnêtement, là, je dis, c'est une scène malaisante, mais j'aime beaucoup toute cette scène-là, là, dans le fond, le montage de tout ça. Ça montre que Bond est un assassin, il a une job, puis la job sale, s'il doit la faire, il va la faire. Au début du film, il était sur le point de la faire, mais il a eu son instinct qui a fait qu'il n'a pas tué Kara. Mais avec une scène de même, tu sais que si il doit assassiner Pushkin, il va le faire. Tu le ressens quelque part. C'est vraiment une scène très forte, je trouve, là, dans le film. Là, c'est une scène qui ressort beaucoup. Mais c'est ça, dans le fond, là, dans leur conversation en bout de ligne, où ce qu'on va arriver en conclusion, ça va être d'essayer de trouver moyen de faire que Pushkin soit assassiné puis que ça soit visible là, pour pouvoir vendre le fait qu'il est mort. Fait que Pushkin va arriver là, dans une genre de gala ou quelque chose de même, puis il va arriver pour commencer à parler. Puis Bond, juste avec son fusil tout seul, même pas de fusil là, avec une longue portée, rien, juste avec son Walter, ben, il est capable de tuer Pushkin là, du 2e étage. Puis dans le fond, c'était Necros qui était supposé de le faire. Ben, il était comme en train de se préparer pour le faire, mais c'est ça. Bond l'a fait. Puis Bond va se sauver par les toits. On va avoir une couple de scènes sur les toits. Il y a une scène là, qu'on peut voir là, supprimée là, où ce que Bond va embarquer là, sur un genre de tapis. Là. Ben, dans le fond, il embarque sur des cordes à linge. Puis dans le fond, ça a l'air comme s'il est sur des tapis magiques, tout ça. Dans le fond, honnêtement, je suis bien content là, qu'on a enlevé ces scènes-là. Mais c'est juste que je trouve que la scène a l'air à se préparer pour une grosse scène d'action. Mais je trouve que la scène a fini rapide. J'ai toujours trouvé ça quelque part. Il me semble qu'il y a quelque chose encore à rajouter à cette scène-là. Mais c'est ça. C'est sûr que c'est mieux aussi supposément qui a été écrit. Ça n'a pas été filmé, mais Bond était supposé tomber là, dans une genre de cage de gorille aussi. Puis je veux dire, je pense que c'était mieux qu'on n'ait pas là. C'était peut-être un territoire plus qu'on aurait vu là, dans les films de Roger Moore. Puis on n'est pas allé là, on a décidé de couper la scène là, puis c'est correct rendu là, je veux dire, on n'a pas besoin là, le tapis magique là, ou encore moins là, d'un gorille. Dans le fond, Pushkin, on va juste savoir rapidement qui est pas mort. Dans le fond, c'était une mise en scène, puis ça, c'est correct. Tout le personnage de Pushkin, je trouve ça quand même. En faisant mes recherches là, quand même pour le film, je voulais quand même savoir. Ça fait plusieurs fois que j'ai vu ce film-là. Dans le fond, là, c'est un des bandes que j'ai vu le plus souvent. Mais je me suis toujours dit. Ça aurait dû être Gogol qui fasse le personnage de Pushkin. Parce que dans le fond, Walter Gottel qui fait Gogol, il était pas mort, il était juste malade dans le fond. C'est pour ça qu'il pouvait pas prendre, il pouvait pas faire le rôle. Mais ultimement, c'était lui qui était supposé là, d'avoir ce rôle-là dans le fond de Pushkin. Mais c'est ça, finalement, étant malade, ben ils ont décidé de juste garder un caméo à la fin du film. Puis de placer là, Pushkin là, comme nouveau personnage. Mais c'est ça. En tout cas, je trouve juste que ça aurait été le fun que ça soit Gogol quand même. Là. Ça aurait pu être un recasting de Gogol, peut-être. Peut-être qu'on aurait pu faire ça. Mais, encore une fois, Gogol est capable là, d'apparaître à la fin du film. Fait que, c'est comme qu'est-ce qu'on choisit entre les deux. Honnêtement, je suis pas nécessairement là, je suis pas nécessairement super content quand je vois Gogol là, fait que quelque part si on aurait recasté Gogol en John Rhys Davies, ça me dérange pas, on aurait pu faire ça, mais en tout cas fait que Bond va finalement se sauver là, de l'endroit, puis il va y avoir deux femmes qui vont l'aborder en voiture, puis Bond dans le fond il doit se sauver là, de l'endroit. Puis finalement, dans le fond, c'est des filles qui sont envoyées par Felix Leiter. Felix Leiter, toujours en train là, de compliquer la vie à James Bond, dans le fond, pour tout le temps essayer de montrer à James Bond qui est menacé. Mais finalement, qui est pas du tout menacé. Je sais pas s'il y avait vraiment des balles là, dans le fusil là, d'une des filles là. Sûrement pas, j'imagine, mais
On a vu d'autres films où James Bond pouvait vraiment là, se faire tuer, tout simplement, là, juste par les niaiseries là, de Felix Leiter puis le montage, mais en tout cas. Le Felix Leiter qu'on a aujourd'hui, honnêtement, j'ai quasiment un problème avec, là, joué par John Terry. Je pense que le gars, il a comme une grosse voix. Je veux dire, il est trop grave à quelque part. Puis c'est vraiment tannant. Je sais pas, ils ont. Le gars, là, il a pas une voix tout simplement là, pour être acteur, quelque chose de même, je sais pas, peut-être pour un autre rôle quelque part, mais c'est vraiment frappant, là, c'est vraiment tannant à voir. Là, heureusement, il est pas beaucoup là dans le film, puis même, c'est le fun qu'on ramène le personnage de Felix Leiter. Félix, on l'a pas vu là, depuis, je pense, Vivre et laisser mourir. Ou même on en a parlé là, il y a 2-3 semaines là, quand on a parlé là, de Jamais plus jamais, mais c'est ça. Sinon, dans la version officielle, c'est Vivre et laisser mourir. Ça fait quand même là, c'est genre 8 films là, qu'on ne l'a pas vu. Fait que d'un côté, c'est le fun de le revoir, mais honnêtement, pour qu'est-ce qu'il apporte au film, ça sert pas à grand chose. Pendant ce temps-là, Cara, elle, puisque Bond avait parlé là, de Whittaker à Cara, Cara, elle va appeler Whittaker. Puis finalement, elle va réussir à parler à Koskov. Puis Koskov, il va réussir là, à s'arranger pour que Cara, elle empoisonne James Bond. Puis dans le fond, il va comme y dire une autre version des faits. Puis finalement, elle va succomber à Koskov. Puis finalement, elle va empoisonner James Bond. Alors, on est en direction en Afghanistan, où ce que Bond va être sur une civière, puis il va se faire passer là, comme s'il doit se faire une transplantation de cœur. Dans le fond, c'est pour transporter là, des diamants. Qui sont comme cachés là, au travers là, des glaces, là, dans le fond, pour garder le cœur au frais. Ce qui est le fun là-dedans, c'est de voir le nom de James Bond. Dans le fond, là, c'est Jersey Bondov, quelque chose de même. Là. Vraiment pour comme transformer son nom en russe. Là. C'est juste drôle à garder comme le passeport à James Bond là-dessus, mais ça fait toujours sourire. Fait que sont dans l'avion, puis Bond il est attaché, tout ça. Il va y avoir un peu, là, dans le fond, Cara qui va se rendre compte là, qu'elle a agi, là, elle a mal agi, dans le fond. Je sais pas pourquoi exactement là, qu'elle a un changement là, de cœur, mais quelque part, c'est comme si elle s'en est rendu compte pareil, là, rendu là. Mais en tout cas, elle a un changement de cœur, mais en bout de ligne, elle est comme forcée quand même à agir de même, parce que une fois qu'ils atterrissent en Afghanistan, Koskov va décider quand même là, que même s'il a l'air à tout d'un coup être avec Cara, tout d'un coup il va se retourner de bord et il va dire finalement, on envoie Cara aussi là, en prison, dans le fond, là, à se faire exécuter ou quelque chose de même. On ne sait pas exactement, là, mais ils vont les emprisonner les deux. Fait que Bond va réussir à truquer là, les gardes avec son porte-clés. Dans le fond, c'était quand même un drôle de petit gadget, dans le fond, le porte-clés. Puis, c'est ça que je pense que j'aime aussi d'un côté, c'est que c'est pas quelque chose de grandiose. On est juste revenu, genre un petit gadget tout simple, puis c'est le gadget que Bond a. C'est sûr qu'on a vu la Aston Martin un peu plus tôt dans le film, mais là, on a juste le petit porte-clés, puis ça fait l'affaire, là. Fait que, puis tu sais, dans ce porte-clés-là, il peut quand même débarrer là, tu peux débarrer les portes des affaires de même là, mais en tout cas, fait que il va se battre avec les gardiens là, puis finalement c'est ça, il va réussir à les planter. Puis tu sais, dans le fond, ce qui est drôle là, c'est que le gardien principal, il va prendre un genre de pic document là, tu sais, un genre de pic là, où on pique là, des post-it là, quand on s'en sert plus. Puis tu sais, il va comme essayer là, de piquer James Bond avec ça, mais finalement
en essayant de le piquer, ben Bond va fermer la porte sur son bras. J'ai comme toujours trouvé que ça avait l'air à faire mal, là, cette porte-là. Là, dans le fond, on voit qu'il y a un peu de sang sur son bras, mais ça a l'air à faire vraiment mal. C'est là où que Bond, en même temps, ben, il va libérer là, un collègue de cellule, Cameron Shaw. Il va le faire comme juste pour le faire. Puis finalement, ben, ça va être probablement la meilleure affaire que Bond peut faire, dans le fond, parce que une fois qu'ils vont se sauver de la base, ben, c'est Cameron Shaw qui va réussir à les sauver. Mais dans le fond, Cameron Shaw, c'est un genre de dirigeant ou de leader dans le Mujahideen que le film va peut-être un peu là, paraître un peu là, de son époque à cet endroit-là. C'est un peu là aussi que le film prend comme une genre de tournure différente. Dans le fond, l'année suivante, on a Rambo avec Rambo 3 qui faisait un peu la même affaire aussi, là, de montrer un peu la réalité là, d'Afghanistan, dans le fond, attaqué par la Russie. Le conflit là-bas, dans le fond, on va nous le montrer un petit peu moins explicite. Là, dans Rambo, ça va être beaucoup plus explicite que ça. Mais il faut comprendre là, que il y a de la guerre là, à cet endroit-là. Puis c'est vraiment pas là, du tout là, la même chose là, qu'on vit là, au Canada ou au Québec. Là. Mais ils sont en guerre. Tout le monde qui se promène ont un AK-47 là, dans les mains. C'est dans le fond, tout le monde sont des survivants. Fait que ils vont être amenés dans le fond à leur village, puis ils vont comme être bien traités, tout ça. Puis dans le fond, Bond va comme s'allier avec eux autres pour essayer là, de retourner vers Koskov et sa bande, là, dans le fond, pour pouvoir saboter là, toute son organisation. Fait qu'on va apprendre que les Afghans, ils font comme du trafic de drogue pour des échanges d'armes. Puis, dans le fond, c'est un peu tout ça là, où que Koskov et Whittaker puis Necros, ben ils font de l'argent avec ça, puis ils revendent rapidement, puis avec un tampon, tout ça, c'est un peu superflu un peu dans le fond, qu'est-ce qu'ils font, mais on comprend qu'ils font super de l'argent dans le fond là, en quelques jours en faisant tout ce trafic-là. Fait que Bond va s'infiltrer là, avec un camion, puis tout ça, puis voir où est-ce que l'opium va s'en aller. Puis dans le fond, il va retourner encore sur la base. Là, je vais noter, dans le fond, là, dans toutes ces scènes-là de désert, même si on a comme un changement de ton, il y a des bouts que c'est un petit peu long. Je veux dire, on est comme dans une section épilogue du film. C'est comme si on avait tout l'autre film avant, puis là, tout d'un coup, le film est devenu autre chose. Mais la musique de John Barry, dans tout le film, ça va probablement rester une de vraiment mes meilleures trames sonores. C'est peut-être dans mon top 3 des trames sonores de John Barry. Les deux dernières fois, avec Octopussy et Dangereusement Vôtre, c'était des trames sonores qui étaient quand même assez solides. Ils étaient courtes, mais solides. Aujourd'hui, c'est comme, on dirait que on a quand même. Ben, c'est sûr que moi j'ai la version longue là, de la trame sonore. Quand ils ont ressorti toutes les trames sonores, quelque chose comme en 2003-2004, ils ont tous eu des bonus. Puis celle-là, elle était vraiment là, élargie comme trame sonore. Mais tous les thèmes qu'on a là-dedans, dans la trame sonore, je veux dire, j'adore cette trame sonore-là. Peut-être que la trame sonore là, Au service secret de Sa Majesté va être un petit peu meilleure que la trame d'aujourd'hui, mais la trame d'aujourd'hui, je la trouve vraiment solide. C'est sûr qu'elle date un peu, je veux dire, elle sonne 80 un peu là, en fait là, de son, mais je trouve là, surtout dans les pièces qu'on a là, dans le désert, j'adore ces deux pièces-là. Ça fait partie de deux pièces dans le fond, Mujahideen and Opium puis Afghanistan Plan, je pense. C'est des trames, c'est des chansons que je vais jouer régulièrement dans mes choses. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils me font, mais toute la musique dans cette partie-là, j'adore juste le travail, puis l'ambiance, le ton de ces chansons-là. Mais je veux dire, pour raison X, ça va être les premières tunes souvent que quand je vais mettre cette trame sonore-là, ben, ça va être eux autres que je vais cliquer en premier, puis je vais écouter le restant de la trame plus tard. Tu sais, même la tune, sa version là, de
la tune thème de James Bond, je l'aime quand même assez bien, et comme vraiment 80, là, la version d'aujourd'hui, mais j'adore ça, toute la chanson de Necros, toute. Je veux dire, je trouve que c'est une des meilleures trames là, de John Barry, là, comme j'ai dit. Fait que Bond va poser une bombe dans l'avion. Dans le fond, il va le placer au travers là, des sacs de drogue. Mais en sortant de l'avion, il va se faire démasquer parce qu'il va comme sortir en même temps que Koskov rentre. Fait que c'est comme là un peu où ce que dans le fond c'est comme la zizanie qui part. Bond va être tout seul à bord de l'avion, mais en même temps, Cameron Shaw et sa gang vont arriver là, en aide. Puis dans le fond, c'est comme là où ce qu'on va voir un peu, ça va être le moment héroïque là, pour les Afghans. Que dans le fond, les autres là, vont tous comme attaquer les Russes. Puis dans le fond, les Russes vont se faire vont se faire ramasser pour la générale. Bond va réussir à se sauver avec l'avion puis toute la drogue. Puis il va y avoir Cara qui va être là aussi. Elle est à cheval. Elle sert pas à grand chose dans le fond. C'est juste plate en quelque part que il faut qu'elle suive là, question là, de juste comme quasiment l'image là, qu'on ait la Bond Girl qui suit James Bond puis qu'elle a une raison d'être là. Mais c'est juste dommage qu'elle n'est pas capable de rien faire. On lui donne à rien. Là. À part prendre une Jeep puis il y a quelqu'un qui va sauter sur la Jeep puis finalement elle va partir les wipers dans sa face puis c'est tout là, oui, ok, elle va avoir réussi à monter avec la Jeep en arrière de l'avion, mais je sais pas, elle apparaît pas comme la meilleure, la plus intelligente dans toutes ces scènes-là. Elle apparaît encore un peu qu'est-ce que Stacy Sutton paraissait là, la dernière fois où elle est toujours en train de crier James, puis en train d'essayer de suivre l'avion. Je sais pas. Je trouve que ça rabaisse un peu le personnage, là, malheureusement, là-dedans. Mais c'est ça, elle allume, puis que finalement, elle va rentrer là, la Jeep par l'arrière, puis dans le fond, c'est elle qui va prendre le contrôle de l'avion. Mais en même temps, c'est ça, eux autres, ils n'avaient pas vu que Necros avait réussi à embarquer à bord. On a eu Koskov, que lui, il conduisait une Jeep, puis Koskov a sauté du Jeep, mais Koskov s'est fait rentrer dedans par un autre avion. Je sais pas, mais ça aurait été le fun quasiment que Koskov meure là. On va la voir un peu plus tard, mais rendu là, ça sert absolument à rien. Je comprends l'impact que ça a dans la scène qu'on va le revoir, mais en tout cas, je trouve que c'est. Il aurait dû mourir quasiment là. Trouver juste une autre manière. Puis même que ça soit Cara, dans le fond, qui réussit à le tuer rendu là, ça aurait dû être ça. Qu'elle a comme sa vengeance, dans le fond, en bout de ligne, c'est Koskov qui voulait la tuer au début du film. Fait que, à quelque part, pas nécessairement je veux dire, sortir un fusil puis tirer une balle dans la tête, mais à quelque part, juste qu'il y ait un choix, à quelque part. Juste rendre ça un petit peu plus poétique, à quelque part, que quelque part, entre les deux, elle a dû choisir entre elles, puis que Koskov meurt. Il aurait dû avoir une scène, mais finalement, c'est tombé dans l'oubli, puis c'est vraiment dommage rendu là. Fait que Bond va essayer là, d'arrêter là, la bombe qu'il a armée, parce que dans le fond, il n'y a plus de danger rendu là. C'est lui qui a l'avion, puis il a la bombe. Fait que il va essayer là, de trouver la bombe, mais Necros va l'attaquer, puis là, c'est ça, on va avoir le combat final avec Necros. Quand même assez spectaculaire rendu là, où ils vont être attachés, ils vont se tenir à un filet qui ressort en arrière de l'avion, puis il y a les sacs qui sont là-dedans, tout ça. Puis on le voit que c'est vraiment filmé, là. Fait que c'est réel. C'est sûr que c'est pas les acteurs, quand on les voit de proche, c'est sûr que c'est pas les acteurs, mais je trouve que c'est quand même assez capoté là, de voir ça, dans le fond, que les acteurs ils ballottent en arrière d'un avion de même. C'est ça qui est le fun dans les films de James Bond, voir ces scènes-là. Puis finalement, on a Necros là, qui perd un peu le contrôle là-dessus. Puis finalement, il est agrippé au pied à James Bond, puis Bond va comme couper ses lacets, puis Necros va partir. C'est comme,
je me pose quand même comme question. Necros va comme essayer là, de supplier James Bond de pas le tuer. Mais tu sais, c'est toujours à se poser la question, c'est quoi qui arriverait si, mettons, James Bond il dirait, ben ok, je vais te sauver la vie. Tu sais, dans le fond, Necros aurait essayé de tuer James Bond. Tu sais, c'est comme, dans le fond, c'est juste pareil. Tu sais, ça fait comme poser la question, tu sais, va-tu arriver puis vas-tu le tuer ou pas? Tu sais, vas-tu lui donner, va-tu avoir une pitié, quelque chose de même? Je verrais pas Necros arriver puis dire, ah ben c'est beau, tu m'as sauvé la vie. Là. Tu sais, c'est comme, je pense que James Bond le sait aussi, justement. C'est pour ça qu'il va couper là, ses lacets. Mais c'est correct, je veux dire, c'est une bonne séquence, puis juste la tension de tout ça, là, ben, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu là, depuis bien longtemps là, dans un James Bond. Je suis pas en train là, de dire vraiment des choses contre les derniers James Bond, mais comme combat final, c'était quand même pas si pire avec Christopher Walken la dernière fois. Mais qu'est-ce qu'on avait eu à la fin d'Octopussy là, sur l'avion, qui aurait dû être vraiment quelque chose comme qu'on a aujourd'hui. Ben, on avait vraiment pas ça là, qu'on a aujourd'hui. Là, fait que je trouve que c'est le fun là, d'avoir ça comme combat final. Ben, c'est pas le combat final, mais c'est ce qui ressemble un peu là, plus au combat final. Mais là, c'est comme, on dirait qu'on a comme un épilogue à ça. Une fois que Necros il est parti dans le vide, ben Bond va comme retourner sur le chantier où ce que Cameron Shaw et sa bande sont en train encore de se battre là, contre des Russes. Mais tu sais, ils sont en avion depuis tantôt. Ça fait genre 10 minutes qu'ils roulent d'un sens. Ben ils volent d'un sens. Tu sais, un avion, là, ça roule pas à 10 km/h. Tu sais, ils sont comme bien loin de ça. Mais Cameron Shaw, qui est en cheval, ben il est encore dans le coin. Tu sais, ça se tient pas. Mais en tout cas, il fallait comme montrer, je pense que Bond va aider Cameron Shaw puis tous les Afghans à combattre là, les Russes puis à gagner. Là. Il va laisser la bombe puis qui a désamorcé, il va la laisser là, tomber sur un pont. Puis en tout cas, c'est quand même une belle maquette là, dans le fond là, qu'on va faire sauter un pont, mais c'est juste pour rajouter aux choses. Finalement, ben dans tout cet exercice-là, ben ils ont reçu des balles, puis finalement, ben, ils perdent l'essence, puis là, ben, les moteurs de l'avion arrêtent. Fait que finalement, ben, encore pour ajouter des choses, ben, ils doivent s'éjecter en dehors de l'avion. Chose que j'ai remarqué cette fois-là, que j'avais jamais remarqué, dans le fond, il y a un parallèle avec le début du film, où ce que, dans le fond, on est éjecté d'un véhicule avec un parachute. Ça fait pareil comme au début du film, où ce que Bond était éjecté en dehors de la Jeep. Mais en tout cas, je me demande quelque part si on voulait faire un parallèle, mais le parallèle est là quand même. Mais c'est ça. En tout cas, je suis pas en train de vouloir en enlever à John Glenn, le réalisateur. Dans Octopussy, on avait un peu la même chose aussi. On avait des choses au début, puis on avait la même chose à la fin. Là. Fait que c'est bien possible que c'était un parallèle qu'on voulait faire. Mais c'est ça. Fait qu'on se ramasse à un épilogue dans l'épilogue. C'est comme tout le bout après Necros, c'est comme, je veux dire... J'étais prêt à sauter au pire à l'épilogue sur Whittaker, mais c'est là où, dans le fond, on a Bond qui va aller faire son face-à-face avec Whittaker. Il y a Félix qui va aider James Bond à s'infiltrer chez Whittaker. OK, finalement, il fait quelque chose, mais en bout de ligne, la voix à Félix, ça m'énerve encore. Mais en tout cas, c'est correct, on ne la voit pas plus. Fait que Whittaker, lui, on a entendu pendant le film là, qu'il y avait des armes high-tech. Puis, dans le fond, tout simplement, là, c'est comme il y a une armure qui est sur son fusil, là, mais qui peut lancer genre 80 balles là, en genre une seconde. Là. Vraiment très puissant comme arme. Mais c'est toujours à se dire pourquoi est-ce que James Bond ne tire pas dans les balles, dans les jambes à Whittaker là, dans ces séquences-là, en bout de ligne. Pourquoi est-ce qu'il essaie de tirer sur le bouclier là, au visage de Whittaker, mais en tout cas c'est correct, en bout de ligne c'est juste pour faire dans le fond de l'action, dans le fond, parce que James Bond sinon il aurait réglé ça puis ça aurait été réglé rapide, mais en bout de ligne c'est ça que je veux, parce que toute cette séquence là dans le fond est de trop et on aurait dû trouver une manière là, de condenser Whittaker, je pense, puis Koskov, qu'on n'aille pas cette section là.
apparaît de trop, apparaît vraiment de trop. On n'a pas eu assez d'importance donnée à Whittaker tout le long du film, que toutes ces 5 minutes-là qu'on donne à Whittaker, puis c'est normal, on fait tout le temps ça dans les films de James Bond, on a toujours un dernier 5 minutes avec un dernier méchant, puis normalement c'est le méchant principal, mais là, je veux dire, ça tombe comme à plat à quelque part. On a juste hâte que ça finisse. Je suis quand même content de voir que Pushkin va se pointer, puis qu'il va comme terminer la scène, là, mais à quelque part, je pense aussi on voulait peut-être montrer l'alliance avec Pushkin, mais Pushkin ne reviendra pas malheureusement. Peut-être qu'en 87, on se disait, peut-être qu'au moins on va le revoir plus tard. Ça donnait comme un peu un espoir, puis ça remplaçait un peu comme les personnages pour un futur James Bond. Mais c'est ça. Je veux dire, il reviendra pas. Fait que, quand on la regarde rétroactivement, c'est pas important dans le fond qu'il y ait une alliance entre Pushkin et James Bond. Fait que on va voir Koskov aussi qui va arriver là, puis finalement, c'est juste Pushkin va arriver puis va dire, dans le fond, on va le renvoyer là, à Moscou, mais dans un sac. Là. Fait que dans le fond, ils vont probablement le fusiller. Puis c'est bien correct, rendu là, mais comme j'ai dit, ça aurait dû être Kara qui a eu sa vengeance sur lui, là, ou en tout cas une manière, pas nécessairement de la tuer, en tout cas, ce que j'ai dit tantôt. Fait que on va se ramasser là, Kara en concert, qui est rendu la vedette là, de son concert. Puis, dans le fond, James Bond va l'attendre dans sa chambre, mais on ne l'a pas vu plus tôt. Il a dit qu'il va dire à Kara en finissant le film là, qu'il n'aurait jamais manqué ça, mais à quelque part, il était où pendant le concert? Je veux dire, il n'était pas avec M, il n'était pas avec Gogol. En tout cas, je veux dire, ça se tient pas. Quelque part, il était comme caché en haut. Là. Mais Bond est supposé être en mission ailleurs. C'est ça aussi que M va dire. Là. Fait que, dans le fond, il devait être caché quelque part. Il écoutait, mais il était caché parce qu'il est en mission ailleurs. Là. Supposément. Comme j'ai dit, c'est là qu'on va voir Gogol. Puis, c'est comme une fin qui finit rose. Là, quelque part, tout le monde sont bien contents là, de se voir. Puis, tout le monde, dans le fond, fight à la fin. Mais c'est ça. Bond, bien sûr, va finir là, avec Kara dans ses bras. Puis, pour finir, elle va arriver. Puis, elle va dire au James. Mais, c'est vraiment cliché rendu là. Mais, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Puis, je pense que ça sera pas la dernière fois là, de mémoire. Alors, en conclusion, c'est pas... honnêtement, j'étais un petit peu déçu d'écouter le film aujourd'hui. Honnêtement, c'était genre... J'ai toujours considéré ce film-là comme genre un de mes top 5 films de James Bond. Aujourd'hui, en la regardant un peu, avec un œil critique, avec mon calepin, ça sera pas en bas du tout. Là, je veux dire, je donnerai pas un jaune, là, je vais lui donner un vert, mais ça sera pas le vert là, qui va tomber là, dans le coin des 5 meilleurs. Là, il va peut-être tomber là, dans les 10 meilleurs. Je veux dire, il va avoir descendu là, un bon coup, là, tout à fait. Là, c'est pas. Le problème là-dedans, c'est que c'est l'histoire qui est dure à suivre. On va en mettre beaucoup. On va essayer de la rendre assez complexe. Elle n'est pas si compliquée que ça, mais. Il est quand même dur à suivre. Il y a un petit peu trop là, de manigance là, de pourquoi exactement on veut tuer Pushkin. C'est pas tout à fait clair. Les motivations de Whittaker, de Koskov, de Necros là-dedans. L'argent qu'ils font, puis c'est quoi dans le fond le rapport que ça changerait de tuer Pushkin ou pas. Ils font de l'argent avec Pushkin, mais en le tuant, je veux dire, ça va peut-être. Ils vont avoir de l'argent, mais ils n'auront pas donné les armes, tout ça. C'est tout ce que je peux voir à quelque part, mais c'est comme juste, dans le fond, des idées, mais pour rien. Je veux dire, ça, c'est juste pour quasiment trouver une raison d'impliquer James Bond, mais en bout de ligne, il n'est pas plus important dans l'histoire que ça, en bout de ligne. On n'a pas besoin d'avoir eu nécessairement le gouvernement britannique là-dedans. Là. Fait que il y a beaucoup, dans le fond, de choses qui est pas vraiment tout à fait clair, puis c'est vraiment quelque chose qui va nuire au film.
film. Chose qui est pas très, très claire aussi, c'est qui qu'on place comme grand méchant du film. C'est-tu Necros, Koskov, Whittaker? Normalement, ça serait comme Whittaker, mais en bout de ligne, c'est comme lui le grand chef. Mais on a quasiment un bouffon comme grand chef au film. Fait que puis c'est pour Koskov aussi qu'il y a comme un petit peu plus de sérieux, mais en quelque part, il est toujours en train de faire des bouffonneries un petit peu comme quand il revoit Pushkin à la fin, tout ça, qui fait que il est pas pris au sérieux, puis c'est quelque chose qui va vraiment endommager le film, puis qui va être vraiment quelque chose que je vais tenir contre le film. C'est sûr qu'il y a des choses là, qui est vraiment solide dans le film. La performance de Timothy Dalton, c'est pas, comme j'ai dit au début, il n'y a pas le charisme qu'on va avoir de Sean Connery ou de Roger Moore, mais le côté agent secret, la manière qu'il va apporter la nuance qu'il va faire avec le personnage de James Bond, ben c'est quelque chose que je vais apprécier beaucoup. On a un nouvel œil à voir l'agent secret 007 aujourd'hui, puis c'est quelque chose qui est le fun à voir. Puis tu sais, on sent quand même qu'on continue l'histoire, mais on a quelqu'un de différent. Puis tu sais, son approche est très solide. Bien sûr, la musique à John Barry, ben tu sais, j'en ai parlé tantôt. Puis tu sais, je dis c'est une des meilleures trames là, à mon avis dans toutes les trames de James Bond. Puis bien sûr, ben encore avec Timothy Dalton, sa relation avec Cara, ben je trouve que tu sais c'est quelque chose là, tu sais comme beaucoup là, dans la première moitié du film. Avant qu'on se rende à Afghanistan, ben, toutes les séquences ensemble, ben, j'achète vraiment leur couple. C'est juste quand on se ramasse en Afghanistan, ben, elle fait juste suivre James Bond, puis c'est là que dans le fond, tout le film en même temps tombe un peu là, dans la deuxième partie quand on était en Afghanistan, puis c'est là un peu aussi que le film a comme un peu de longueur dans ces bouts-là. Dans le fond, Timothy Dalton est arrivé puis il a vu un montage primaire du film, puis que dans le fond, il dit que le meilleur montage avait 7-8 minutes de plus. Je sais pas si ça l'incluait les scènes supprimées là, du tapis magique. Là. Mais en tout cas, il disait que le montage de 7-8 minutes était le meilleur montage du film. Honnêtement, je pense que 7-8 minutes de moins au film donnerait vraiment là, quelque chose de plus au film. Peut-être juste couper là, dans le fond là, tout ce qu'on a là, dans l'après-Necros là, sur l'avion. Je comprends qu'on a fait plein d'explosions et tout ça. Je comprends que ça a coûté de l'argent, mais pour le film, j'aurais coupé ça à Necros qui tombe de l'avion, puis je serais sauté tout de suite à Whittaker. Puis sinon, ben, j'aurais peut-être même trouvé, si mettons on veut garder toute la séquence d'avion, ben trouver une manière là, de juste couper toutes les scènes avec Whittaker, tout carrément. Qu'on n'ait pas de dernière scène avec Whittaker, je pense qu'on aurait amélioré grandement le film. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, la semaine prochaine, ben Christophe va être de retour. On va parler du dernier film de Timothy Dalton. Ça arrive très vite, mais malheureusement, Timothy Dalton a fait juste 2 films. Le livre que je suis en train de lire, dans le fond, qui parlait là, des films non faits là, de James Bond, des films qui avaient été en chantier, ben il parle d'un 3e et d'un 4e film là, qui aura pu voir le jour. Je vais essayer d'en parler là, au prochain podcast, voir des histoires là, qu'on avait essayé de faire. Mais c'est ça pour aujourd'hui. Comme j'ai dit au début du podcast, ben, où est-ce que vous voyez le podcast, là, ben, n'hésitez pas à parler du film d'aujourd'hui. Je sais que c'est un film qui est quand même assez là, divisé. Timothy Dalton n'a pas fait tout le temps nécessairement le grand succès là, comme James Bond. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à commenter là, dans le fond sur le film, puis même sur Timothy Dalton. Qu'est-ce que vous pensez de Timothy Dalton? C'est-tu la meilleure approche qu'on a fait là, pour succéder à Roger Moore? Sinon, ben, tu sais, la musique de John Barry, êtes-vous indifférent à cette trame-là que moi je trouve phénoménale?
Mais c'est ça, fait que n'oubliez pas de suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter, bien sûr pour voir ces posts-là puis pouvoir commenter. Mais entre-temps, ben, vous savez qu'au podcast, j'essaie toujours là, de vous enseigner deux choses. De un, de jamais laisser l'adversaire vous voir saigner, et de deux, de toujours avoir un plan d'évacuation. Oh, he blew a fuse. Merci d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. We have an old saying too, Yogi, and you're full of it. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler James Bond dans le prochain film de la rétrospective. Well, we wouldn't want that, would we? Ou rendez-vous sur premiervisionnement.com pour écouter d'autres rétrospectives dont John Wick, Star Wars, Halloween et les films de l'univers DC incluant Batman, Superman, Wonder Woman et bien d'autres films. That depends on your definition of safe sex. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur toute plateforme de balado-diffusion, dont Podbean, Spotify, Google Podcast, Stitcher, Pocket Casts et bien d'autres. Take a giant step for mankind. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain épisode. Keep my martini cool.